Je vous remercie d'être avec nous encore une fois pour une émission de plus, là, plus, plus de 130 ou 140 émissions. Ça commence à prendre de l'âge. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour Eddy. Bonjour On a la chance d'avoir avec nous. Bonjour Monsieur Boutin. Bonjour, Monsieur Musique. coordinateur. Alors, en guise d'introduction, je voudrais avoir votre avis en donnant le lead, comme un mot à la mode à Eddy, puisqu'il n'a qu'un sujet à traiter dans cette émission, sur ce qu'on a appelé le déboulonnement. Je n'ai jamais vu de déboulonnement des statuts, enfin le déboulonnement des statuts, et la décision assez originale qui a été prise, décision du tribunal, ça va de soi. Je croyais que tu voulais commencer par ton édito. On va faire l'édito après. En fait, ça me met plus de pression quand on veut parler avant le maître. Oui, évidemment, je vais encore me faire plein de potes. Mais bon, cette décision est extrêmement surprenante parce qu'elle est totalement paradoxale si on considère les mois, vous vous rappelez, de la société martiniquaise face à des jeunes qui avaient décidé d'achever l'impératrice, puisque l'impératrice avait déjà été décapitée. Alors, il y a des bruits qui courent selon lesquels une partie de l'impératrice, c'est-à-dire sa tête, résidait dans un placard de la ville de Fort-de-France. Aussi qu'il y a deux statues refaites complètement. Il semblerait. Ça va très loin, Bon. la légende. Alors, j'ai passé quelques coups de fil et la plupart de mes interlocuteurs m'ont dit effectivement que cette tête était à la mairie de Fort-de-France, mais on la cherche toujours. Alors peut-être que Daniel va nous dire où elle est, précisément. 2014, je ne suis plus adjointe au maire depuis 2014. Ouais, c'est vrai. Laissons Daniel tranquille. Mais oui. Bon, et puis Denambuc, et puis Victor Schellcher, etc. Deux Victor Schellcher. Sans compter les types qui ont déboulonné tout seuls comme des grands leur propre Victor Schellcher et qui les ont enlevés pour qu'ils évitent d'être détruits. Donc les mois provoqués par ces actes, tout le chamboulement médiatique, bien évidemment, et puis derrière, la machine judiciaire qui se met en route pour accoucher, là, d'une relaxe totale, même des condamnations sans peine. Ça existe, c'est quand même formidable. Bon, je pense que globalement, tout le monde a mûri au cours de ces années, puisque ça s'est passé, vous vous rappelez, il y a quelques années. Allons pas rappeler la date pour éviter de mettre des gens en difficulté. Et puis, je pense qu'il y a eu une réflexion globale en lien avec un mouvement mondial, cette fois-là. Parce qu'il faut quand même rappeler que ce déboulonnage, appelons ça comme ça, s'est effectué aux États-Unis, notamment dans le sud des États-Unis, au Royaume-Uni, dans un certain nombre de pays de la Caraïbe également, et donc traduisait un mouvement qu'on pourrait appeler un mouvement de rébellion vis-à-vis de ces statuts qui étaient censés glorifier des êtres que moi je qualifierais d'abjects, puisque ce sont les témoins d'une époque horrible, liée essentiellement à l'esclavage. Mais pas que ça. Deuxième point, la communication qui a été faite autour de l'affaire Letchimy, la guerre Paquette. Voilà. Alors, on peut se poser la question. La communication. Oui, bien sûr. On peut se poser la question de savoir qui communique pour les gens qui sont mis en situation difficile. Théoriquement, le PPM avait des organes de communication qui ont disparu, apparemment. Et il y a une espèce de vide, et comme la nature horreur du vide, quand vous ne faites pas votre communication, des gens la font pour vous. Ouais. Et là, en l'occurrence, la communication autour de cette affaire est passablement négative, en tout cas vis-à-vis de ce qui aurait pu être, ne serait-ce que de la communication d'explication technique, mais il y a quand même deux membres éminents du PPM qui sont concernés. Le président du PPM, il faut quand même rappeler que mon ami Didier Laguerre est concerné, Serge Letchimy est concerné, et là on a une espèce d'interrogation sur cette communication qui n'existe pas
et qui tranche, ce silence, pardon, tranche par rapport à tout le ramdam qui est fait autour et qui est fait par des gens qui ne sont pas forcément favorables, même s'ils font leur métier de manière extrêmement professionnelle, ils racontent des choses qui ne sont pas forcément sympathiques pour Très bien. les membres du PPM. Le moment est venu, le grand moment est venu, le bon éditeur. Alors, j'ai appelé ça être français d'outre-mer. Alors, être français d'outre-mer, c'est porter une histoire douloureuse, difficile, avec dignité. C'est être l'héritier d'ancêtres esclaves, puis colonisés, mais qui ont su conserver leur humanité. S'ils n'avaient pas résisté, s'ils n'avaient pas combattu, nous, là, autour de cette table, nous ne serions pas là. Je dis nous tous, sans exception, nous ne serions pas là aujourd'hui, citoyens, par une citoyenneté conquise, payée au prix du courage et de la persévérance. Ce chemin historique n'est pas une fin en soi, certes. Être français d'outre-mer n'est pas facile. C'est exercer des droits depuis une périphérie lointaine, à 8000 km, sur une île marquée par ses propres réalités sociales, économiques et culturelles. C'est quand même pas la France, même si théoriquement ça l'est, nous l'admettons, nous l'acceptons. C'est appartenir à une république distante, tout en portant une identité façonnée par la mémoire, les résistances et les héritages créoles, dans un monde difficile, un monde traversé par les discriminations et les replis identitaires de partout. Il nous revient, nous, hommes sages et femmes sages, de réfléchir avec lucidité à ce que signifie vraiment cette citoyenneté lointaine. Elle n'est ni secondaire, ni inférieure, elle est différente. Elle a une manière d'être autrement depuis un territoire qui pourrait être un enrichissement, qui devrait être un enrichissement pour la nation française. Ce réalisme nous indique de ne pas effacer ce qui nous constitue, une histoire faite de l'esclavage, de la colonisation, aussi de la force de nos ancêtres qui ont lutté pour la liberté et la dignité. Et l'aboutissement, c'est une identité créole, multiple, affirmée, qui s'épanouit au cœur de notre quotidien. Rien de tout cela ne doit être gommé ou minimisé. Cela fait partie de nous, cela explique notre rapport particulier à la citoyenneté acceptée et vécue sereinement. Être français d'outre-mer, c'est vivre ce double héritage, celui de la République et celui d'une histoire marquée par les épreuves, la résistance et la reconstruction. C'est accepter la complexité de cette situation sans renoncer à être soi-même. C'est aussi conjuguer fidélité à notre identité propre et attachement, rattachement, un acte volontaire à cette nation que nos ancêtres ont voulu intégrer, non par soumission, par optimisme, mais par volonté. C'était un choix. Il ne faut pas que maintenant on dise le contraire. Ce choix est le prolongement naturel de notre cheminement, une manière d'affirmer que nous sommes français, oui, mais français avec une mémoire, une sensibilité, un regard forgé par notre existence. Ce parcours nous oblige, il nous appelle à rester vigilants, à défendre tous ensemble, toute personne habitant cette île, à défendre tous ensemble notre dignité, à l'affirmer sereinement et à continuer à faire vivre à notre manière une citoyenneté qui n'a jamais été donnée, mais toujours conquise. Et bien on va continuer. Nous ne devons pas l'oublier. Voilà. Alors nous sommes dans une situation où on se rend compte que les États-Unis réarment la Caraïbe, multiplient les frappes en mer et renforcent leur présence militaire. C'est la lutte anti-drogue officiellement, mais en fait, dans la pratique, pour d'autres, c'est le retour de la doctrine Monroe dans un contexte de rivalité avec la Chine. Alors la question est de savoir ce que signifie cette militarisation pour la région, et puis c'est Eddy qui nous en parle. J'ai à nouveau la redoutable tâche d'attaquer des sujets complexes. Oui. Alors, la doctrine Monroe, déjà. Bon, ça date de 1823, donc c'est pas d'hier. Il y a un président qui s'appelle James Monroe et qui dit la chose suivante: l'Amérique aux Américains. Donc, il ne veut pas que des anciennes... À l'époque, il s'adresse aux puissances européennes. Donc, les Anglais, les Espagnols, les Portugais et les Français, et aussi les Hollandais, leur disant, bon, les mecs, ben, ça c'est à nous, barrez-vous. Et d'ailleurs, on va mettre ça en pratique très très vite, puisque quelques décennies plus tard, les États-Unis prennent parti contre l'Espagne en faveur de Porto Rico. Ils récupèrent Porto Rico en passant. Ils avaient promis l'indépendance à Porto Rico, ils ont récupéré Porto Rico. Et Cuba. Cuba devient une espèce de protectorat américain.
Et puis derrière, ils appliquent quelque chose qui ressemble plus à de l'impérialisme qu'à de la volonté d'émancipation des peuples, puisque au total, j'ai compté, il y a 26 interventions américaines dans tout le bassin Caraïbe, donc évidemment en Haïti, au Nicaragua, au Panama, à Grenade, Guatemala. au Guatemala, en République dominicaine, il ne faut pas oublier, à 3 reprises. Voilà. Et puis, évidemment, une présence affirmée. Bon. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre comment dirais-je, de chroniqueurs qui pensent que nous devrions tous nous soulever contre cette nouvelle forme d'impérialisme, notamment à l'encontre du Venezuela, puisque Trump dit, bon, je vais travailler contre les trafics de drogue en mettant un porte-avions. C'est comme si tu avais un marteau sur une fourmi, enfin, un porte-avions, enfin, le plus gros porte-avions du monde. Qui a pris l'eau? Oui, qui est là, Ouais. qui est présent. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Derrière, il y a des frégates lance-missiles, il y a des avions qui ont été stationnés à Porto Rico. Bon, alors deux choses. Un, la lutte contre le trafic de drogue en explosant des bateaux, ça existe depuis très longtemps. L'un des fanatiques de ça, c'était quand même Barack Obama. Et de temps en temps, il y avait des chasseurs qui partaient, des avions, qui partaient de Floride et qui bousillaient des bateaux, et personne n'en parlait. Et des petits avions. Donc ça, ce n'est pas une découverte. Je vous recommande un bouquin qui s'appelle La frontière au cartel de Don Winslow. Donc si vous souhaitez... donc ça date de plusieurs années. Alors, je dirais deux choses. Je ne suis pas certain que tout ça, ça prépare une invasion du Venezuela. D'une part parce que bon, Trump n'a aucun intérêt à envahir qui que ce soit. Et puis, il faut quand même rétablir un certain nombre de choses. Le gouvernement américain a saisi les avoirs de Nicolás Maduro aux États-Unis. Alors, je vais quand même vous donner la liste. Nicolás Maduro avait l'équivalent de 700 millions de dollars aux États-Unis à titre personnel, notamment un ranch d'élevage équin pour participer à des courses aux États-Unis. Il avait 2 avions, des Falcon 900, ça coûte 13 millions de dollars l'avion, et puis des véhicules de luxe, des maisons, etc. Et évidemment, ces avoirs américains n'ont jamais figuré dans la rhétorique de Maduro quand il s'adressait à son peuple. Bon, évidemment, Trump a publié ça. Vous pouvez en avoir la liste précise sur le net. Mais ça va beaucoup plus loin. Le Venezuela, c'est la première réserve mondiale de pétrole. Et jusqu'à ce que Trump secoue un peu les relations, jusqu'en 2023, le Venezuela vendait 2 millions de barils de pétrole aux États-Unis chaque jour. Donc, la réelle politique est en œuvre. C'est pas la peine d'opposer, en fait, de diaboliser tout ça. Il y a du business en permanence entre les États-Unis et le Venezuela. D'ailleurs, Maduro a proposé de voir Trump, de le rencontrer. Absolument. La première ministre de Trinidad a dit, mais parlez-vous, allons discuter un petit peu, parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de devenir la plaque tournante de l'attaque américaine contre le Venezuela, puisqu'il y a 16 kilomètres, hein, entre les deux. entre les deux. Et évidemment, les relations sont extrêmement fraternelles entre ces deux peuples. Voilà. Très bien. La victoire annoncée officiellement de Donald Trump sur le blocage budgétaire, ce qu'on appelle le shutdown, tourne au casse-tête pour les républicains. La fin de ce fameux shutdown relance la guerre interne sur l'assurance santé. Obamacare, c'est très important pour ces gens-là. Expose les divisions du parti et redonne un avantage politique aux démocrates. Trump promet une réforme comme il l'avait fait la dernière fois, mais nenni, point de réforme, sans plan clair. Emmanuel décrypte cette crise. Oui, alors c'est bien la crise du système de santé derrière le shutdown. C'est plutôt ça qui est intéressant d'expliquer entre deux visions, la vision des démocrates et la vision des républicains. Exact. Alors d'un côté, on a les démocrates avec l'Obamacare qui a été institué par Barack Obama en 2010, qui instaure un système de sécurité sociale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le principe, c'est que quand vous êtes malade,
si vous êtes assuré, vous avez une chance de survivre, mais encore faut-il payer énormément d'argent parce que les assurances santé coûtent très cher. Alors, en général, elles sont prises en charge par les entreprises, mais pas toujours. Et beaucoup d'Américains n'ont pas les moyens de contracter une assurance santé et donc se retrouvent parfois et souvent dans des situations où ils ne peuvent pas se faire soigner et ils meurent. Ils meurent faute de soins. C'est ça les Absolument. États-Unis. Il y a une violence sociale vis-à-vis du soin qui est extrêmement forte et par contre-coup, ça nous fait prendre conscience de la valeur de notre sécurité sociale parce que je peux vous dire que les États-Unis ne connaissent pas ça. Et quand d'ailleurs Barack Obama a lancé l'Obamacare, bon, il s'est bien évidemment inspiré de ce qui se faisait dans certains pays d'Europe, mais il l'a fait en tordant, si vous voulez, un système de valeurs qui finalement oppose d'un côté la vision sécuritaire incarnée par les démocrates, la vision sociale sécuritaire, de sécurité plutôt, avec la vision de liberté incarnée par les républicains. Et au nom de la liberté, effectivement, il y a eu d'abord une bronca républicaine contre les démocrates quand cette mesure a été mise en œuvre. Sauf que depuis que c'est en place, les Américains finalement ont pris goût à l'Obamacare et ont réalisé en fait une chose très simple. D'abord, ça fonctionne. D'abord, c'est utile. D'abord, ça sauve des vies. D'abord, c'est pratique. C'est bien. Et puis surtout, ça démontre que les démocrates ont une vraie vision claire de stratégie, qu'on peut juger ou pas, mais qui est quand même très claire en matière de politique de santé. Parce que derrière, que dit Donald Trump quand il veut démolir l'Obamacare? Il dit « on va écraser ça et je vous promets un système génial ». Voilà, il ne dit pas plus que ça. Ouais. Et c'est quoi le système génial? Et là, il ne sait plus dire. Là, il bug. C'est ça. Il n'a pas... Depuis son premier mandat. Oui, exactement. Donc, il est incapable d'annoncer clairement l'alternative pour pouvoir conduire la politique sociale de santé des États-Unis. Et maintenant, les Américains commencent à comprendre que d'un côté, il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, de l'autre, il y en a juste qui veulent détruire, mais pas forcément faire. Donc, voilà le débat aujourd'hui entre les démocrates et les républicains. Et donc, ce qui démontre finalement en creux le vide en matière de vision de santé publique incarnée par les républicains et face à un peuple qui, entre-temps, a fait le choix, clairement, de l'orientation d'une santé sécurisée sur le modèle de la sécurité sociale. Oui. Ce qui est assez paradoxal et qui illustre les propos d'Emmanuel, c'est que 50% des gens qui ont voté pour Trump bénéficient de l'Obamacare. Donc eux, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ont quand même voté pour Trump. Je connais une histoire vraie d'un Américain qui avait souscrit une assurance privée, puisque quand il n'y a pas de sécurité sociale, mais il en avait les moyens, mais par économie, il a pris une assurance donnant des avantages inférieurs et qui lui permettait d'accéder à une coloscopie jusqu'à un certain endroit du côlon, je ne vais pas faire entrer, mais le cancer qu'il a eu et dont il est mort, c'est révélé un peu plus haut. Et puis Bougam, bon, en tous les cas, revenons chez nous, hein, où ça va bien, puisque nos entreprises sont florissantes, si on en croit le chiffre, parce que ça fait beaucoup d'argent, un chiffre d'affaires de 16 milliards, etc. Christian, développe ça. Oui, effectivement. Alors, florissante, je ne sais pas, on va voir, puisque ça, c'est 2023. Ce serait bien de comparer par rapport à 2024, puisque c'est une enquête de l'INSEE qui a été faite effectivement sur la rentabilité des entreprises martiniquaises. Tu l'as dit, 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3,8 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Alors, très, très succinctement, 4 points fondamentaux. Une économie dominée par le commerce. On s'en douterait. Effectivement, 54% du chiffre d'affaires vient du commerce. La répartition de la valeur, 65% de la valeur ajoutée va aux salaires et aux cotisations. Donc, on voit à quoi sert la valeur ajoutée. 1,2 milliard constitue le revenu du capital, les profits. Alors, deuxième point, le taux de marge est élevé, est considéré comme élevé. Il est de 32,5%, on dit équivalent à celui de France. Voilà. Les services, 35%, l'industrie, 32%, le commerce, 30%, la construction, 22%.
Troisième élément, la rentabilité serait modérée. Vous savez que la rentabilité économique, par exemple, elle est de 7,2 en Martinique et 9% en Guadeloupe. Ça veut dire, manifestement, enfin, vous les économistes, nous manquons d'attractivité, nous manquons d'efficacité. D'efficacité. Ça, c'est quand même très important, hein, puisqu'on ne construit pas un pays ni un peuple sans une économie. Voilà. Alors, voilà. Et puis, un tissu productif très concentré. On a vu également, 14% des entreprises réalisent 73% du chiffre d'affaires. Hein, c'est un peu la loi des 20-80 qu'on a en économie. En conclusion, la richesse existe, mais elle profite peu au territoire. Il est dit aussi, une étude plus poussée du capital serait nécessaire pour comprendre la destination réelle des profits. Alors, ma première remarque, je l'ai dit, 2024, j'aurais bien aimé savoir, parce qu'en 2024, on a eu, comme on le sait, une crise sociale qui a fortement impacté l'économie et qui devrait nous permettre d'avoir des résultats qui sont moins encourageants. Et puis, c'est une question que je pose à vous, économistes. Je sais que M. Letchimy, dans le temps, avait l'idée de créer un outil d'analyse économique à côté de l'INSEE. Qu'en est-il de cette idée? Est-ce que c'est une idée qui mérite d'être approfondie? Puisque parfois, je sais qu'on a besoin de statistiques, d'éléments de paramètres, en tout cas, qui sont particuliers que l'INSEE ne fournit pas. Il y a eu un début d'exécution. Avec M. Parra. Avec M. Parra. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, ce qu'il faut dire pour que les gens comprennent mieux, sans doute, pas ton analyse, mais les chiffres de l'INSEE, c'est que 75% des entreprises martiniquaises réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 euros. C'est pour ça que c'est hyper concentré. Parce qu'il y a une flopée de très petites entreprises qui réalisent de très petites entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui sont créées par des gens qui veulent assurer leur revenu, trouver un emploi. Donc, ils créent leur emploi. Voilà, c'est ça. Et il y en a 18 000. Hein. Il y a 18 000 travailleurs indépendants qui ont leur petite boîte. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'en effet, je pense que ce que dit l'étude de l'INSEE, c'est que les ratios ne sont pas du tout distordants par rapport à ce qui se pratique sur l'Hexagone. Contrairement aux idées reçues, la rentabilité est un peu plus faible chez nous qu'en France hexagonale. Les marges sont équivalentes. Donc, il y a quand même des informations importantes. Et puis, la deuxième chose que j'ai envie de rajouter, c'est qu'on a quand même une singularité. On l'a déjà dit ici, c'est que je ne connais pas un seul chef d'entreprise en Martinique, y compris le plus gros d'entre eux, qui prennent des décisions en fonction d'un cours de bourse. Je veux dire par là que la financiarisation, le capitalisme financier qu'on connaît en Europe, ça n'existe pas chez nous. Ici, il n'y a que des entreprises familiales, que des entrepreneurs qui sont ancrés dans leur territoire et qui ont une relation au pays extrêmement affective. Donc ça, c'est vraiment notre singularité et il ne faut pas l'oublier. Absolument. Dernier petit élément sur les chiffres, les gens ont l'impression que c'est énorme. Ils ont raison, c'est encore plus énorme que ça, puisque là, on a le chiffre d'affaires des entreprises, mais il y a une économie qui est beaucoup plus globale. Et nous créons chaque année 10 milliards d'euros de richesse. 10 milliards d'euros, et en contrepartie, ce qu'on appelle le produit, puisque le PIB, c'est les produits moins les consommations intermédiaires, donc le plus et le moins. Le plus, c'est 65 milliards d'euros. Donc ce pays, il y a un volume monétaire en circulation qui est considérable, ce qui attire beaucoup de gens. C'est ça, oui. Absolument. Qui fait que beaucoup de Martiniquais vont investir dans la Caraïbe. En particulier. Mais comme je ne suis pas particulièrement ami avec l'inspecteur des impôts, j'ai aucune raison de développer cet aspect de la question. Le consentement inscrit dans la définition légale du Code pénal du viol, c'est une réforme historique. Il entre désormais dans la définition légale du viol. Alors, ça a une résonance particulière. J'en parlais avec Daniel, dans le contexte de la relaxe célèbre. L'acquittement. C'était l'acquittement. Parce que c'est comme ça. Hein, dans chaque métier, il y a des mots, c'est typiquement français. Mais c'est bien, ça permet de savoir où on en est. Et c'est Daniel qui va vous expliquer comment tout va changer dorénavant. On espère, en tous les cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution de la législation en matière de viol a considérablement évolué au cours des années. Et je disais, avant d'entrer dans l'émission, à Gérard, quand moi j'ai commencé dans cette profession, j'ai prêté serment en 1973. Lorsque nous étions pour des victimes, les avocats, il nous arrivait d'accepter avec le juge d'instruction ce qu'on appelle la correctionnalisation de l'infraction, puisque le viol, c'est un crime qui est passible de la cour d'assises.
Mais comme il y avait tellement d'acquittements, parce qu'on considérait que la victime était consentante, donc avec l'accord de la défense, on acceptait que l'affaire vienne devant un tribunal correctionnel composé de magistrats professionnels, parce qu'on était sûr qu'il y aurait une condamnation de l'auteur. Et cette notion de consentement, elle existe jusqu'à présent parce qu'on entend encore dans des plaidoiries, dans les prétoires, des avocats de la défense, et ça, je veux dire, c'est l'année dernière l'affaire Perico, c'est cette semaine pour une autre affaire, où on dit que la victime est consentante. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas condamner l'auteur. Et je dois dire que aussi bien les associations de victimes que les avocats spécialisés, et j'ai une pensée particulière pour Gisèle Halimi. Moi, je me souviens, au début, quand je rentre, on connaît le combat de Gisèle Halimi. En 1978, elle plaide en France pour ce qu'on appelle le procès d'Aix-en-Provence, où elle se fait cracher dessus, injurier, etc., parce qu'elle défend les victimes, alors qu'on lui dit, mais non, mais elles étaient consentantes, donc on ne va pas condamner des gens de bonne famille, de la société moyenne, etc. Donc, moi, ce qui me donne des raisons d'espérer, c'est qu'effectivement, en 50 ans, les choses ont quand même progressé. Il a fallu beaucoup de combats, ouais. Et puis il a fallu aussi, moi je dois dire, le courage de victimes, parce que dans un rapport de 2023, on considérait qu'il y avait 375 000 victimes de violences sexuelles. C'était la France, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. On considère, c'était en augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Or, on considère que seulement 20% des femmes agressées portent plainte. Donc, on s'imagine la réalité de ce que ça peut représenter. Ouais. Et jusqu'à présent, même s'il y a beaucoup de sujets sur le phénomène de l'emprise, le phénomène de la sidération, le phénomène du traumatisme, on ne s'imagine pas l'impact de ce que peut représenter un viol chez une victime. Donc aujourd'hui, et je vais terminer par là, la loi dit de façon formelle constitue une agression sexuelle, tout acte sexuel non consenti. Je rappelle pour ceux qui croiraient que le viol, ce n'est que la pénétration par le sexe de quelqu'un dans le sexe de quelqu'un. Ça peut être, c'est pas le vagin, ça peut être l'anus, et ça peut être pas seulement par le sexe, mais également par le droit. À partir du moment où le droit, ou une bouteille, ou quelque objet, une pénétration, c'est un viol. Donc, le premier alinéa rappelle que c'est une agression sexuelle, c'est tout acte sexuel non consenti. Et ce que la loi de 2025, du 6 novembre, ajoute, au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne pourra plus dire « elle n'a pas dit non », « elle n'a pas réagi », « elle ne s'est pas débutée »,« elle ne s'est pas débattue ». C'est vous qui devrez montrer que la victime a consenti à ce rapport. Et ça, c'est un changement considérable. Alors, combien de temps ça va prendre pour que les jurés en cour d'assises puissent intégrer cette notion de consentement ? Ça va peut-être demander du temps et ça va demander de la pédagogie aux avocats, mais c'est un pas, et c'est un pas important qui est franchi et qu'on peut saluer parce que c'est l'aboutissement de luttes de dizaines d'années. Très bien. Oui, il nous reste quelques secondes. Une toute petite précision parce que je pense qu'il faut rappeler, tu y as fait allusion à l'acquittement de M. Ursulé. Le parquet a fait appel, évidemment la victime a fait appel, mais la donne va changer. C'est intéressant parce que tu disais, avant c'était en correctionnel, c'était des magistrats professionnels et on n'allait pas aux assises parce qu'il y avait beaucoup d'acquittements. Là, on va passer d'une cour criminelle avec, en première instance avec des professionnels aux assises, c'est-à-dire que M. Ursulé va se retrouver devant un jury populaire. Et j'aimerais le préciser parce qu'il y a des gens qui disent bon, c'est fini. Non, c'est pas fini. Non, tout recommence. C'est reparti. Très bien. Votre esprit est très facilement manipulable. Pourquoi les compagnons
IA. Compagnon IA, c'est-à-dire que vous êtes tous les jours branché sur ChatGPT ou Gemini et puis que ça devient votre compagnon. Inquiète le patron de Perplexity, qui est une autre intelligence artificielle générative, c'est ça. Vas-y, Emmanuel. Oui, alors les IA commencent à occuper maintenant nos espaces de vie et de manière extrêmement rapide. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant de voir la vitesse à laquelle on adopte de nouvelles méthodes pour pouvoir avancer dans la vie grâce aux poussées technologiques. Avec des effets pervers, il a été démontré formellement que trop d'IA tue le cerveau. Il y a même un rapport qui a été présenté qui démontre que les connexions neuronales s'atrophient à cause d'une utilisation trop importante de l'IA et que donc le QI des individus baisse depuis que l'IA existe. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de la calculette. Depuis que la calculatrice est apparue, on ne sait plus calculer mentalement de table de multiplication comme on apprenait quand on était petit. Donc ça, voilà le contexte dans lequel on est. Et dans ce contexte-là, vous avez une multitude de solutions IA, ce qu'on appelle des compagnons en effet, parce que maintenant chacun peut adopter son propre compagnon pour pouvoir échanger, conduire, produire ses idées, parce que l'IA, encore une fois, s'immisce dans tous les aspects de la vie et des pensées. Et là, il y a deux grandes lectures qui s'affrontent, deux grandes logiques. D'abord, il faut comprendre que le cerveau, il est ainsi fait, il a besoin d'être aimé, donc il a besoin d'être séduit, il a besoin d'être rassuré par quelqu'un ou par une machine qui le comprend, qui parle son langage et qui va dans son sens. Eh bien, c'est sur ce ressort-là que la plupart des IA génératives ont fondé leur logique. ChatGPT, Gemini, etc. Ils sont toujours d'accord avec vous, en réalité. Et plus vous collaborez avec ces solutions, plus ces IA vous connaissent bien et plus ils vont dans votre sens. Et donc, ils vous enferment dans une espèce de bulle intellectuelle qui est finalement votre double avec qui vous interagissez. Et ça, c'est la manière affective de traiter le sujet. Donc ça, c'est une logique, et c'est la logique dominante sur le marché des IA. Et puis, vous avez d'autres logiques, et notamment la logique de Perplexity, qui lui aussi est une solution IA, mais qui lui fait le choix du rationnel. En gros, il dit, je ne suis pas là pour parler à votre cœur, je suis là pour parler à votre tête. Et donc, le principe de l'algorithme, c'est de recueillir les données les plus objectives possibles, de sourcer les données, de les organiser, mais de garantir l'objectivité des données. C'est très différent. L'un et l'autre sont très différents. Les deux options ont leurs intérêts parce que la première option, qu'est-ce qu'elle vous permet de proposer? Elle vous permet de proposer d'organiser des raisonnements. Et souvent, l'affectif est un des moteurs clés pour pouvoir bien raisonner. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc, mais ça nous met face à une vraie responsabilité sociétale entre une société fondée sur la manipulation par le cœur, par l'affect, et une société dirigée plutôt par des impulsions rationnelles. Et le grand débat des IA va continuer de se déployer sur ces deux logiques. Jusqu'où on pourra aller dans cette utilisation? C'est une question extrêmement... Mais il faudrait faire une émission spécifique pour ça, parce que y a ce qu'on appelle la singularité. La singularité, c'est quand on arrive au bout de toutes les hypothèses, où il n'y a plus d'hypothèses possibles. Et ça, l'humanité, depuis qu'elle est née, elle attend son degré de singularité. Et peut-être qu'avec ces IA, on y arrive. Ça veut dire que tout peut arriver, y compris la destruction de l'humanité. Ça, c'est une des hypothèses. Enfin, on peut tout imaginer, parce que on est en train par ces machines qui rentrent dans nos cerveaux, qui s'intègrent en nous, qui nous rend totalement addicts, peuvent avoir pour objectif de nous démonétiser, de nous détruire, de nous déshumaniser. C'est un risque réel. J'ai un exorcisme pour tout ça, c'est le jingle. Médecin, anthropologue, ethnologue, c'est
beaucoup. Jean Benoît a consacré plus de 6 décennies à l'étude des sociétés créoles et des mondes issus des plantations dans la Caraïbe et l'océan Indien. Il vient de disparaître, mais serait-il encore vivant? Ça vaudrait quand même le coup de parler de son œuvre. Oui, je veux dire, en fait, la disparition de certaines personnes donne l'occasion de rappeler le rôle que ces personnes ont joué. Et Jean Benoît, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Très rapidement, il arrive à la Martinique en 1956, il a 26 ans, et il est l'adjoint, il est à l'Institut Pasteur du docteur Montestruc qui s'occupe de la question de la lèpre à la Martinique. Il vient pour ça, il est médecin, il s'occupe de ça. Mais c'est un homme qui est tellement ouvert qu'il se lie avec toutes les couches de la population. Ouais. Mais tout le monde, quel que soit le niveau social, que ce soit des villes, que ce soit de la campagne, que ce soit les pêcheurs, avec tout le monde. Ouais. Et c'est un passionné d'anthropologie et il va se perfectionner en anthropologie et il va partir au Canada. Et à ce moment-là, il se passe, alors il reste, et nous sommes en 1966, il se passe la chose suivante, c'est qu'au Canada, il y a beaucoup d'étudiants qui partent étudier les Antilles. Ouais. Et il y a des thèses, il y a des articles. Et l'Université de Montréal est de plus en plus intéressée par les Antilles. Et Jean Benoît, à ce moment-là, propose de créer un centre à la Martinique. Et donc, il vient à la Martinique et il vient prospecter à la fois en écoutant représentants de la préfecture, de la sous-préfecture, des maires, des élus, de l'université, de la société civile, en l'occurrence c'est la société d'histoire qui est présidée par Petit Jean Roger. Il interroge tout le monde. Et puis il va, à Font-Saint-Jacques, il découvre un lieu qui est propriété du Conseil général, mais c'est un lieu qui est squatté par certains. Il y en a qui mettent des bananes dans la purgerie actuelle, il y a des coqs, il y a des cochons, il y a tout ce qu'on veut. Bref, il y a une connexion de planètes qui font que vous avez une administration préfectorale qui est ouverte et cultivée, les deux à la fois. Vous avez des élus de tous bords qui considèrent que c'est une chance pour la Martinique qu'il y ait une université qui veulent créer un centre, parce que c'est l'université qui va créer le centre, qui va le financer. Les universitaires martiniquais, la société civile, bref, je vous passe, le centre est créé, installé à Font-Saint-Jacques, c'est-à-dire qu'il faut créer une association qui va être l'intermédiaire entre le Conseil général et l'Université du Canada, et ce centre va être créé et il va durer à peu près 15 ans. Lui, Jean Benoît, il va être pendant 10 ans directeur de ce centre. Et moi, je peux attester, parce que moi, en tant qu'étudiante qui revient, je suis en Martinique en 1968, Font-Saint-Jacques représente pour tous les étudiants, pour tous les futurs chercheurs, un lieu de respiration extraordinaire. Parce que c'est là qu'on peut, de façon très comment dirais-je, transversale, Jean Benoît, on le rencontre, on lui parle dans la bibliothèque à Font-Saint-Jacques, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut discuter, on a accès à des études, à des articles, parce que la production... Que c'est à Sainte-Marie quand même. Hein. À Sainte-Marie, Font-Saint-Jacques, c'est Sainte-Marie. Oui, c'était pas... Et donc, oui, quand même, c'était pas là pour le France. Moi, je trouve que l'hommage qui est... Quand il quitte, le bail n'est pas renouvelé avec l'université, le centre s'arrête. Et en 2000, il y a un certain nombre de chercheurs, mais il y en a pléthore, une quarantaine, qui font un livre qui s'appelle « Aux visiteurs lumineux ». Et c'est ce qu'on appelle un mélange en hommage à Jean Benoît. C'est sur la direction de Jean Bernabé, de Jean-Luc Bognol, de Raphaël Confiant et de Géry Letton. Et parmi eux, vous avez Fred Constant, vous avez plein de chercheurs qui vont témoigner. Et le sous-titre, moi je le souligne parce que ça a son importance, des îles créoles aux sociétés plurielles. C'est ça toutes les contributions. Et donc ça montre la part, ça nous donne une connaissance de la Martinique à un moment donné, de son évolution et de ce que nous devons. Et pour terminer, moi je dirais, je lis la première, et je préfère montrer que je lis, c'est pas moi qui parle. Que seraient aujourd'hui les études sur les sociétés créoles sans le travail primordial de Jean Benoît? Il me semble que maintenant, le meilleur hommage serait de procéder à la republication
de toutes les publications de ce centre caribéen de recherche, parce que c'est des mines sur la société martiniquaise et qu'elle apporterait beaucoup aux chercheurs actuels. Jingle, 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 bravo. Jingle. Alors, la clarinette de par le monde. Voilà, alors mes amis, ça c'est le moment de respiration quand même. Oui, hein, on entre dans l'esthétique, la beauté, enfin, au-delà de la littérature, bien sûr. Voilà, je prends l'option de vous parler de la clarinette aujourd'hui, effectivement un instrument qui a été inventé au XVIIIe siècle en Allemagne. Le facteur d'instrument, puisque c'est le terme employé, il s'appelait Johann Christopher Döner. Voilà. Alors Mozart a été l'un des premiers aussi à donner à la clarinette sa place dans la musique. Les Italiens aussi ont beaucoup adopté la clarinette, puisqu'il y a eu la première fabrique de clarinette en Italie, et Mozart a composé un concerto pour clarinette. Ce dernier temps, la clarinette a été adaptée très rapidement à nos musiciens. Et le premier, me semble-t-il, c'est Stelio, en tout cas. Le premier, voilà. On va découvrir effectivement une pochette d'album avec le son de Stelio. Voilà, c'est le moment où la Biguine arrive à Paris. Ce morceau, je t'interromps, s'appelle Ça qui pas connaître la Biguine. Et il était chanté par Léona Gabriel. Voilà, Ça qui pas connaître la Biguine, voilà, c'est ça. Continue. Alors, l'instrument se perfectionne au cours des siècles. Les innovations techniques facilitent et améliorent la justesse des instruments. Les orchestres romantiques intègrent souvent deux clarinettes. D'ailleurs, je vais vous inviter à partager une vidéo que j'ai trouvée très originale avec deux clarinettes. C'est très joli, avec les secondes qui sont faites par une clarinette, puis la première, voilà. C'est vraiment super sympa. Alors, il y a 4 types de clarinettes. Les clarinettes en si bémol, la clarinette en la, puisque vous savez que les instruments avant, en général, effectivement, il y a une tonalité, c'est comme les flûtes traversières, mais les flûtes bambou. La clarinette piccolo en mi bémol et la clarinette en mi, c'est une petite clarinette qui est plus aiguë. Voilà. Tout de suite, on découvre notre vidéo aussi. Vous allez voir la clarinette dans un ensemble orchestral. J'ai trouvé ça très intéressant également. Le titre, c'est Danse macabre. Ouais. Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns. Voilà, mais j'ai trouvé ça original. Ça montre effectivement comment la clarinette peut-être est intégrée, et on le verra aussi. Hein. La clarinette est intégrée dans les marches militaires, elle est intégrée dans des grands orchestres, elle est intégrée dans le jazz aussi. Une prochaine vidéo. Dans le jazz. Alors, j'ai oublié de vous dire, la clarinette a 5 parties. Le bec, le baril, le corps supérieur, le corps inférieur et le pavillon. On n'a pas le temps de développer, mais en tout cas, ce sont des choses qu'il faut comprendre effectivement quand on voit un instrument comme ça.
Alors, Benny Goodman. c'est un instrument qui est devenu un instrument de soliste au XXe siècle. Et là, intégré dans le jazz, on va voir une petite partie de Benny Goodman. Alors, mes amis, je voudrais partager le propos d'Eddie, puisque tu resitues. Oui, c'est juste après la guerre, Ouais, 39-45. c'est ça. On avait besoin de chaleur, de bonheur. beauté, de bonheur. bonheur. Voilà, c'est ça. Bien Bon. évidemment. Donc, vous l'avez vu, la clarinette est très présente dans le jazz moderne. Je l'ai dit, elle est présente aussi dans les grands orchestres. Elle est présente dans des bandes de films, dans des bandes originales de films. Il y a des orchestres classiques de clarinette également. Très souvent, quand on voit les grandes formations, il y a toujours des clarinettes. Voilà. Alors, au pays, bien évidemment, il y a une manifestation qui s'appelait le Festival de la clarinette qui a favorisé, c'est Bernard Boulosier et la ville du Lamentin qui ont depuis plusieurs années organisé ce Festival de la clarinette, qui a favorisé l'apparition de beaucoup de clarinettistes. Je vais citer quelques-uns d'ailleurs, enfin, qui ont un petit peu, alimenté notre musique. Bien évidemment, Barrel Copette, Honoré Copette, Hura Copette, 3 Copettes, qui ont véritablement porté une contribution. Sam Castandé, Turenne, Eugène Delouche, Michel Godzom, Christian Gisoff, Max Tilef, Osier Audibert, Mario Mas, Luther François, et j'en passe. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a une jeune femme clarinettiste qui a beaucoup de succès. Oui, je n'ai pas toujours tous les noms, mais en fait, la réalité, c'est que la Martinique a bien intégré la clarinette. Et la clarinette a beaucoup alimenté, si vous voulez, les créations des compositeurs locaux. Alors, je termine avec Manuel Sainte-Rose, puisque je lui fais un petit clin d'œil. C'est une émission qui avait été faite par RFO, durant le temps RFO Martinique. Vous avez Max Rancet à côté de lui. Et voilà, Manuel va vous interpréter une très belle composition. Oui, juste, j'ai une pensée pour le film Begin, Oui. parce que ça donnait... Micheline Mouna. Eh ben, il y a Micheline Mouna et Max Tilef, mais le rôle de la clarinette, Absolument. comment les esclaves, puis les gens de couleur se sont appropriés la musique pour en faire avec l'instrument. Donc, moi, je veux dire un petit mot aussi. Vous avez entendu cette chanson, cette là vous avez la mélodie, vous voyez comment la mélodie est développée, comment c'est joli, comment c'est beau. Vous voyez, et ça, c'était aussi une créativité qu'il y avait, une expression qu'il y avait, qui a un peu disparu, hélas. Mais je pense que c'est en tout cas à capitaliser pour pouvoir bien comprendre, si vous voulez, notre patrimoine. Écoute, merci pour la clarinette, merci d'exister, Monsieur Boutan. Non, mais c'est passionnant, en tout cas, de redécouvrir effectivement l'histoire des instruments, voir comment ils ont évolué dans le temps et comment ils ont été intégrés à notre expression culturelle, quoi. Vous savez que Christian Boutin est en train d'écrire un livre sur la musique. On a hâte, de le lire. Oui. Enfin, il est presque terminé. Quoi. Et ça va être un petit chef-d'œuvre. Plein de lumière, plein de gaieté. C'est un vécu, quoi. Plein de joie. Sans aucune acrimonie, rien du tout, alors qu'il a eu des moments très difficiles. Je le félicite d'avance pour cette voie qu'il a choisie. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. On a fait l'émission plus courte que d'habitude, mais elle était bonne. Oui, bon, oui. Merci, M. Marajo. On se voit dans 15 jours. Pas de souci. Aucun de vous ne voyage là maintenant, rassurez-moi. Il faudrait peut-être arrêter ça. Oui, il faut arrêter de voyager un peu. Bouton il fait comme s'il n'est pas concerné. À la semaine prochaine. Merci. Merci la technique. Merci beaucoup.